Sylvain Maillard, bonjour. Bonjour. Jean Castex sera installé à Matignon depuis 100 jours ce week-end. 100 jours et des sondages en baisse, une majorité qui a parfois quelques états d'âme. Et pendant ce temps-là, Édouard Philippe est au top de sa popularité. Est-ce que ça valait vraiment la peine ce remaniement ? Bon, écoutez, d'abord, c'est pas à moi de juger si la façon dont doit être conduit l'exécutif, mais je crois que Jean Castex a imprimé sa marque. Il a une équipe de combat et puis il est dans un moment particulièrement difficile puisque ça ne vous a pas échappé, on va probablement en parler. On repart dans une vague importante de Covid-19 et donc évidemment c'est plus compliqué de gérer la situation. Et puis je remarque, même si vous savez toute l'affection que j'ai pour Édouard Philippe, c'est vrai que c'est souvent les Français aiment beaucoup les dirigeants quand ils ne sont plus eux-mêmes dirigeants. Quand on voit les codes de popularité de Nicolas Sarkozy ou d'autres, ou même de François Hollande, quand ils sont dirigeants et après, on voit bien qu'il y a toujours une sorte d'affection pour celui qui est parti. Il a trouvé les bons réglages, ce nouveau Premier ministre, pour fonctionner avec sa majorité ? Oui, je crois que ça fonctionne bien. Je vois que dans le gouvernement, les décisions sont relativement fluides. Tout n'est pas parfait, mais ça c'est normal, hein, c'est la vie humaine. Et dans la majorité, je crois qu'il a trouvé le bon rythme avec une participation importante des ministres dans la prise de décision, un peu ce que nous avions connu au début en 2017 avec des ministres qui viennent très au contact des députés pour co-construire les textes qui vont arriver à l'Assemblée. C'est quelque chose que nous souhaitions et donc moi je suis plutôt à me réjouir, je crois comme l'ensemble de mes collègues députés de La République En Marche. Alors pourtant, en début de semaine, 32 députés En Marche ont voté contre le retour temporaire des néonicotinoïdes. 36 autres se sont abstenus, alors qu'il s'agissait d'un texte du gouvernement. Est-ce qu'il y a du flottement dans la majorité ? Non, je crois que c'est assez logique. C'est un texte particulier, puisque on est tous d'accord dans l'hémicycle, hein, quel que soit notre bord politique, pour dire que les néoniques, c'est pas bien. Voilà, tout simplement, c'est un mauvais produit. Sauf qu'on est en face d'un choix très simple. Est-ce qu'on veut continuer à avoir une industrie agricole qui produit du sucre ou pas en France? C'est très simple. La décision est très simple. Ou bien on dit on ne fait rien, on laisse, on ne remet pas de néoniques et à ce moment-là, dans 12 mois, nous n'aurons plus de sucre en France. Ou bien on dit on accepte pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, puisqu'il y aura une clause de revoyure tous les ans, de faire en sorte qu'on aide toute cette industrie betteravière à passer le cap et trouver les moyens de vivre sans. Moi, je prendrais juste un exemple. Hein. Le gel hydroalcoolique, on en a tous en ce moment, on en met tous. Si on n'a plus de sucre, on ne peut plus en produire. Donc quand on veut chercher à relocaliser, à retrouver de la souveraineté, il faut accepter aussi parfois les contraintes. C'est aussi ça le choix de la politique. Et donc, moi je suis heureux qu'on ait pu voter ce texte, mais qu'on ait pu le voter en expliquant. Oui, c'est difficile de diriger, c'est difficile de gouverner, mais en expliquant les choses, je crois qu'elles sont comprises. Il n'empêche jusqu'ici, quand Emmanuel Macron tranchait sur un sujet, les marcheurs à l'Assemblée s'alignaient systématiquement. C'est plus tout à fait le cas. Je crois que tout simplement, il y a aussi une maturité du groupe. Hein. Beaucoup de mes collègues, comme moi-même d'ailleurs, sont un premier mandat national et donc des envies d'autonomie. Non, travaillent sur les dossiers et puis certains sont très très investis sur l'environnement depuis très longtemps et puis disent tout simplement c'est un mauvais produit. Mais ça, nous sommes d'accord avec ça. La seule chose, c'est qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons perdre 46 000 emplois et au fond acheter du sucre qui est fait avec des néoniques à l'étranger? Nous pensons que non et qu'il faut aider la filière à trouver le moyen de passer ce mauvais cap. Alors à l'inverse, l'Assemblée nationale a voté hier en première lecture l'extension du délai d'avortement de 12 à 14 semaines. Cette fois, la plupart des élus LREM ont voté pour, alors que le gouvernement n'était pas très chaud pour ce texte, hein, c'est un euphémisme. Est-ce que vos collègues du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, donc ce sont ces ex-macronistes plutôt de gauche, qui ont déposé cette proposition de loi, est-ce qu'ils ont réussi à forcer la main de l'exécutif ? Écoutez, d'abord c'est un travail de la délégation des droits des femmes qui a énormément travaillé dessus et le groupe EDS a quelque part préempté le sujet parce qu'ils avaient une niche parlementaire pour le mettre. Mais au fond, c'est la loi du genre et il y a eu un gros travail de mes collègues, je veux vraiment les en féliciter. Derrière, il n'empêche que le gouvernement était bien plutôt sûr, réticent. Bien sûr, mais d'ailleurs c'est un texte sur lequel nous avions une liberté de vote absolue.
c'est un texte que nous n'avons pas mis, nous, à l'ordre du jour. Ce sont, vous l'avez dit, le groupe EDS qui a mis à l'ordre du jour. Et donc, en pleine maturité, en pleine conscience du fait que nous sommes députés, nous avons à trancher sur des choix à faire. Moi, je dis, la liberté de choix a été absolue. Je crois que beaucoup de mes collègues, c'est mon cas d'ailleurs, n'ont pas forcément encore pleinement la maturité dessus sur le choix. C'est un texte qui va revenir 2 fois à l'Assemblée, 3 fois au Sénat. Il y a des discussions encore probablement à trouver. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le droit à l'IVG est un droit absolu et qu'il n'est pas pleinement respecté partout en France, plus de 45 ans après. Et donc, il faut que nous avancions là-dessus, parce que les droits théoriques, c'est super. Nous sommes législateurs, on adore faire du droit en chambre. Il faut que ça puisse s'appliquer sur le territoire. Ce n'est pas le cas partout en France pour l'IVG. Il n'empêche, au-delà du fond du texte, il y avait une forme de coup politique de la part du groupe EDS qui a plutôt réussi. Mais évidemment, vous l'avez dit parfaitement. C'est un coup politique, mais qui est une vraie demande, qui est un vrai problème que nous avons dans notre société. Donc on ne va pas se voiler la face en disant écoutez, ça ne vient pas de nous, donc on ne le fait pas. Je crois que nous y avons répondu. Après, c'est un texte qui va partir au Sénat, qui va avoir une vie encore parlementaire longue. À nous aussi de prendre. Moi, je me souviens des lois bioéthiques, où beaucoup de mes collègues, c'était mon cas aussi, n'avaient pas une vision tranchée dès le début. Et au fur et à mesure des discussions, on s'est forgé notre conviction et c'est comme ça qu'un texte prend de la force. Justement, est-ce que sur un sujet d'une telle sensibilité, d'une telle complexité aussi, ça ne méritait pas un petit peu plus de préparation qu'un débat dans le cadre d'une journée, dans le cadre de cette niche parlementaire? Oui, nous l'avons dit. Après, c'est le choix du groupe EDS et nous le respectons dans sa niche parlementaire, donc de pouvoir inscrire pour nos téléspectateurs, pour pouvoir inscrire, je l'explique parce que souvent on ne connaît pas la règle du jeu, chaque groupe parlementaire a une journée dans l'année où il peut inscrire les textes qu'il veut et nous sommes obligés d'en discuter. Et donc nous avons souhaité en discuter parce que nous pensons que c'est un vrai sujet. Par contre, évidemment, il y aura une vie parlementaire, il va aller 3 fois au Sénat, 3 fois à l'Assemblée. Mais nous allons l'enrichir et nous comptons bien d'ici la fin du mandat. On va voir en fonction du temps imparti. Mais vous souhaitez qu'il soit voté définitivement avant la fin du mandat? Oui, je pense que c'est une vraie demande et que c'est un vrai problème. L'IVG, ce n'est pas quelque chose d'annexe. Il faut que nous puissions être sûrs que les femmes aient le droit à l'IVG. Ça fait quelque chose qui est dans notre droit depuis plus de 45 ans. Mais en réalité, des milliers de femmes n'y ont pas accès ou y ont accès à l'étranger. Ce n'est pas normal. Lille, Grenoble, Lyon, Saint-Étienne, à leur tour en alerte maximale dès demain face à la propagation du coronavirus et donc des restrictions à venir dans ces agglomérations à leur tour. Ce ne sont pas des signaux très, très encourageants ni très bons pour le moral? Non, ce sont évidemment des signaux difficiles. Il n'y a pas d'autre façon de faire possible? Écoutez, moi je suis très solidaire de ce que fait le gouvernement. Il faut en même temps permettre à l'activité de continuer, faire en sorte que les gens puissent continuer à travailler, à vivre, et en même temps de réduire cette bulle sociale, de faire en sorte que nos interactions soient moins importantes avec moins de personnes tout au long de la journée. Chacun doit faire très attention. Regardez ici sur ce plateau, nous faisons attention de faire attention du début jusqu'à la fin de la journée parce que ça va dépendre essentiellement de chacun d'entre nous si nous arrivions à vivre avec ce Covid pendant encore de nombreux mois. Le FMI vient de publier une étude qui montre qu'un bref reconfinement, mais très strict, non seulement permettrait de casser la propagation du virus, mais que ça pourrait peut-être être finalement moins dommageable pour l'économie que cette sorte d'interminable période de flou, d'interdiction, de restrictions qui freinent la consommation. Ça rejoint un petit peu ce que disait le prix Nobel Esther Duflo, qui propose 15 jours de confinement avant les fêtes de Noël pour qu'on puisse ensuite les passer tranquillement tous en famille. Est-ce que le gouvernement a raison de continuer à écarter à tout prix cette idée d'un reconfinement général? Le choix du gouvernement, le choix de la majorité des députés de la République En Marche, c'est de ne pas tout faire pour ne pas reconfiner. Reconfiner, ça veut dire quoi? Ça veut dire geler intégralement notre pays. D'un point de vue économique, d'un point de vue organisation, d'un point de vue social, nous voyons les conséquences du premier confinement. Et on voit que c'est très complexe. Nous souhaitons absolument éviter cela. Je crois qu'on puisse en discuter. Moi, je trouve ça plutôt sain. Nous faisons de la politique et nous demandons à chacun d'entre nous de prendre ses responsabilités, de faire attention, de réduire ses interactions sociales, même dans le privé, on voit chez soi, mais de faire en sorte
que l'on puisse continuer à vivre, continuer à travailler. Le pays a besoin qu'on puisse continuer une activité économique. Vous êtes membre de la commission des affaires sociales à l'Assemblée. On arrive en période d'examen du budget de la Sécu. 44 milliards d'euros de trous cette année à cause de la récession, évidemment, qui viendront s'ajouter aux milliers de milliards d'euros de dette publique. Est-ce qu'on peut échapper à de nouvelles mesures substantielles d'économie qui passeraient par exemple par une réforme des retraites ? D'abord, c'est le budget le plus ambitieux de la sécurité sociale que nous allons voter, on commence dès la semaine prochaine. Pourquoi ambitieux ? Depuis 25 ans. D'abord parce qu'on crée des nouveaux droits, le droit au congé du père parental. Ça, je pense que c'est quelque chose qui était très attendu à la naissance des enfants. Et puis, à côté de ça, on crée la 5e branche, depuis le temps qu'on en parle, sur l'autonomie. On l'a créé, mais sans financement. Est-ce qu'on se fait pas un petit Financé, peu plaisir ? 31 milliards, financé jusqu'en 2024, puis ensuite, on n'a pas forcément le temps de rentrer dans la tuyauterie, mais financé jusqu'en 2024, clairement, nous allons le voter. Et ensuite, avec une part de la CSG, et nous allons y travailler tout au long des années qui viennent. Mais je crois que c'est vraiment ce qui est le plus ambitieux. Et en même temps, on finance évidemment l'achat des futurs vaccins, l'achat des masques. Oui, c'est un budget de combat, mais c'est un budget ambitieux. Moi, je suis très très fier de porter ça. Et puis, revalorisation des carrières, revalorisation pour, par exemple, nos soignants. Plus de 180, au minimum 180 € de plus sur la fiche de paye. Oui, c'est vrai que ça coûte de l'argent, mais je crois qu'il fallait absolument le faire. Il faut que nous donnions plus d'argent pour notre hôpital, pour notre santé. Est-ce qu'on peut échapper à un report de l'âge de la retraite un jour ou l'autre ? Moi, vous connaissez mon point de vue. Moi, je crois qu'il faut que nous travaillions plus. Il faut que nous organisions le travail parce que, tout simplement, il nous faut plus d'argent pour financer notre façon de vivre. Mais vous souhaitez que le sujet soit remis sur le tapis avant la fin du mandat ? Oui, je crois qu'il sera d'une façon ou d'une autre mis sur le tapis parce qu'il faut que nous trouvions les moyens de financer notre retraite à moyen et à long terme, d'autant plus que évidemment ça s'est dégradé pendant la période et dans les mois qui viennent ça continuera à se dégrader. Et au-delà de ça, moi c'est pour ça qu'on s'est battu sur un texte. On ne reviendra probablement pas sur ce texte-là, sur peut-être d'autres idées, peut-être quelque chose de plus simple, plus compréhensible pour l'ensemble des citoyens. Mais l'idée, elle est simple, c'est que ce soit plus juste, qu'on ait un système plus juste et qui soit financé. D'un mot, en tant qu'élu de Paris, est-ce que vous souhaitez que Jean-Michel Blanquer porte les couleurs de la majorité aux prochaines régionales en Ile-de-France ? Écoutez, Jean-Michel Blanquer, il prend toute sa place. On a décidé collectivement avec les référents de La République En Marche, avec les députés, avec certains ministres, de construire un projet dans les semaines qui viennent, jusqu'à la fin du mois d'octobre, début novembre, de construire d'abord un projet et ensuite on déterminera ensemble celui ou celle qui a la carrure, qui a l'envie aussi de porter ce projet. Je crois qu'on ne peut pas choisir une personne et ensuite faire le projet. Je crois que c'est l'inverse qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on veut porter ? Vous savez, on sort d'élections municipales qui n'ont pas été forcément brillantes pour nous. On voit à quel point l'essentiel et la dynamique qui nous permet de gagner, c'est avant tout de porter un projet et ensuite une incarnation. Aussi. Mais avant tout, un projet. Un projet nous permettra d'avoir la meilleure incarnation. Ne vous inquiétez pas, on a plein de talents au sein de La République En Marche et on trouvera la personne qui portera nos couleurs en Ile-de-France ou dans toutes les régions d'ailleurs. Bon, mais ce sera ni oui ni non pour ce matin. Merci beaucoup Sylvain Maillard. Merci à vous.